Merci donc de donner la parole au petit frère médico-social dans ce débat. Et alors, je ne vais pas faire le même travail très global et structurant que vient de faire devant vous Didier Tabuteau. Les organisateurs me demandaient de me placer davantage en prospective. Bon. Et alors, j'ai retenu un titre qui s'affiche pour cette communication qui vous montre que ce que je souhaite faire dans un premier temps, c'est poser devant vous la question de la démocratie en santé dans le champ médico-social dans les termes d'un paradoxe. Un paradoxe très simple. Un paradoxe, c'est qu'il y a presque autant d'arguments pour dire que les leviers de démocratie sont structurellement puissants au sein du champ médico-social que d'arguments tout aussi structurels pour dire le contraire. Je veux dire, pour dire que le champ médico-social concentre un certain nombre d'obstacles tout aussi structurels à l'expression des personnes accompagnées. Ça sera mon premier temps. Puis dans un deuxième temps, parce qu'il faut quand même dépasser les paradoxes, j'essaierai de vous dire pourquoi, à mon avis, précisément, ce paradoxe peut être dépassé. Et puis, s'il me reste du temps, je terminerai par quelques ouvertures, quelques propositions qu'on peut en déduire en termes de feuille de route pour les travaux de l'Institut. Donc, premier volet du paradoxe qui fait l'ouverture, il y a, je crois, une alliance de nature entre l'objectif de démocratie participative du citoyen usager et le développement du secteur médico-social. D'ailleurs, tout simplement pour des raisons historiques. Historiquement, les familles, les usagers citoyens ont pris une part considérable, tout à fait décisive, dans l'émergence, l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le champ médico-social. Aujourd'hui, le monde associatif, le champ privé sans but lucratif ou œuvre des structures d'économie sociale sont massivement présents dans le champ médico-social. Alors, avec des contrastes, évidemment, selon qu'on est dans le secteur du handicap, des personnes âgées, de l'accompagnement, de la lutte contre l'exclusion. Mais même s'il y a des contrastes par secteur, ça reste très vrai. Et je dis à chaque fois qu'un mouvement mutualiste, ou de manière encore plus caractéristique, un mouvement de famille, est à l'origine du projet, on peut dire que la parole citoyenne, elle est présente dès le départ. Elle s'exprime avant même que l'établissement n'existe. Et ce n'est pas seulement historique. L'aiguillon de l'initiative citoyenne reste aujourd'hui très actif, notamment dans tous les champs où les besoins sont encore insuffisamment couverts. Je pense au champ du polyhandicap, au champ des handicaps rares, aux troubles du spectre autistique. Et c'est d'ailleurs également aussi dans des formes les plus innovantes du champ médico-social. Je pense à l'habitat partagé, aux lieux de vie et d'accueil, des secteurs sur lesquels d'ailleurs les pouvoirs publics devraient, à mon avis, investir davantage. Et c'est pour ça qu'il était évident qu'au moment de la création de la CNSA, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est un organe régulateur dans le champ médico-social, il était évident que les personnes âgées, les personnes handicapées devaient être directement représentées au conseil d'administration de la Caisse. En quelque sorte, la démocratie dans la co-construction du cinquième risque, dès le départ. Et puis, plus largement, tous ceux qui exercent dans le champ médico-social, qui exercent des responsabilités, savent que l'État, les pouvoirs publics en général, travaillent dans un climat d'étroite consultation, même idéalement de concertation, avec les grandes fédérations, les grandes institutions représentant les usagers, les familles de personnes âgées et de personnes handicapées. Donc tout ça pour la démocratie, je dirais, institutionnelle, démocratie au niveau des superstructures. C'est vrai aussi dans ce qu'on pourrait appeler la démocratie de proximité, celle de la gouvernance, du fonctionnement quotidien des établissements et de services. Et d'ailleurs, au passage, je voulais vous le signaler si vous ne le connaissez pas, c'est un des mérites d'un très bon rapport de la CNSA en 2013. Ça s'appelle « Construire ensemble les politiques qui nous concernent ». On est vraiment dans le cœur du sujet. Et cet excellent rapport a notamment pour mérite de bien faire le lien entre, je dirais, ces deux niveaux de la démocratie en santé. Le niveau de l'échelle territoriale, stratégique, et le niveau plus de proximité, de régulation du fonctionnement des établissements et des services. Le niveau qui permet d'intervenir sur les grands choix d'équipement et puis le niveau qui permet d'intervenir sur les questions
courante de fonctionnement. Je crois d'ailleurs que ce sont deux niveaux qui restent compatibles avec la définition large et englobante que donnait Didier tout à l'heure. Donc une organisation qui reconnaît la capacité de chacun à connaître et à décider. Enfin, je le dis plus court, je n'ai pas eu le temps de la noter, mais c'est une organisation qui va se vivre à ces deux niveaux-là. Et donc, s'agissant de ce deuxième niveau de proximité, là, il y a là aussi, toujours premier temps du paradoxe, des vraies raisons de penser que le champ médico-social a de certaines qualités structurelles, un positionnement qui est favorisé. Alors, bien sûr, en raison, j'y reviens pas, de ce que dans certains cas, on a des fondateurs, administrateurs qui représentent les familles dans certaines structures, mais surtout pour une raison beaucoup plus profonde, sur laquelle il faut s'arrêter, qui est que dans le soin médico-social, il n'y a pas la même rupture de technicité entre le soignant et le soigné, entre l'accompagnant et l'accompagné, que dans le champ des soins médicaux techniques. J'ai un vocabulaire commun et plus accessible, une compréhension partagée est plus accessible. Alors, je ne dis pas ça pour... C'est un point très important. Ce n'est pas pour diminuer la compétence technique des professionnels qui interviennent dans les établissements médico-sociaux. Ce n'est pas une question de complexité, de différence de complexité ou de niveau des savoirs ou des diplômes. Ce n'est pas une question c'est pas relatif au niveau de complexité, c'est une question d'objet du savoir, d'objet du savoir-faire des professionnels dans le champ médico-social. Parce qu'il ne s'agit pas de guérir en luttant contre des dérèglements très complexes de l'organisme, il s'agit d'accompagner la vie par des soins, par de l'éducation, par de la reconstruction ou du maintien des capacités d'autonomie. Et sur ces sujets-là, les compétences et les savoirs sont, je dirais, plus naturellement répartis entre le soignant et le soigné, entre l'accompagnant et l'accompagné. La prise de parole de celui ou de celle qui est accompagné peut s'établir sur un plus grand pied d'égalité. Et je crois que c'est un point très important et qui touche d'ailleurs qui met en évidence ce risque très fort de confusion, qui est une des sources très injustes de la dévalorisation du travail et de la compétence médico-sociale. Ce n'est pas parce que la personne accompagnée est objectivement détentrice d'une part importante du savoir sur sa propre prise en charge, ne serait-ce d'ailleurs que parce que dans une certaine mesure ça n'appartient qu'à elle, que le travail du professionnel est moins pointu. Il y a la technicité de l'accompagnement à la perte d'autonomie est très importante, elle est d'ailleurs très sous-estimée, très insuffisamment investie comme sujet de recherche aujourd'hui, et ça n'empêche pas qu'elle est aussi mieux répartie que dans le champ sanitaire entre le soignant et le soigné, entre l'accompagnant et l'accompagné. Enfin, l'alliance thérapeutique, pour reprendre l'expression, est en quelque sorte aplanie dans le champ médico-social. Donc ça, ce sont les atouts structurels, je crois, du secteur médico-social en termes de démocratie sanitaire. Et en même temps, le paradoxe, c'est que, comme on le voit d'ailleurs notamment dans le diagnostic de Claire Compagnon, dans son rapport de février 2014, le champ médico-social n'est pas exemplaire. Il n'est pas exemplaire, d'abord peut-être parce que, par construction, il accueille des personnes frappées non seulement par une fragilité ou une vulnérabilité, ça c'est vrai dans le champ sanitaire aussi, mais surtout par une forme d'incapacité. Il y a inévitablement, je dirais presque par principe, dans les motifs du recours au secteur médico-social, il y a une forme d'incapacité totale ou partielle de celle ou de celui qui est accueilli à une vie sociale ordinaire. Il y a une sorte d'empêchement de départ à prendre part à des démarches collectives et à participer à son environnement. Par exemple, il existe des conseils de la vie sociale dans le champ médico-social, c'est obligatoire, mais je crois que on ne pourrait pas transposer, en tout cas sans d'importantes adaptations, l'évolution qui vient d'être conduite avec la loi de modernisation de notre système de santé pour faire évoluer les CRUC-PC en commission des usagers des établissements de santé avec leur participation à l'élaboration de la politique de l'établissement, leur capacité d'autosaisine, d'accès aux données. On ne pourrait pas transposer ça sans adaptation importante dans le champ médico-social. Et d'ailleurs, la différence, elle se traduit très brutalement par la question qui ne se pose pas du tout dans les mêmes termes dans le champ sanitaire et dans le champ médico-social, du consentement au recours, du consentement à l'admission dans l'établissement médico-social. Et on se souvient d'ailleurs de l'émotion utile, salubre, causée il y a 4 ans, je crois, à peu près, par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu'il avait voulu attraire à son champ de compétences le secteur des EHPAD. Alors, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi du 28 décembre dernier, s'est penchée sur cette question. Elle a introduit d'ailleurs plusieurs nouveautés importantes. L'entretien en tête-à-tête avec la personne de confiance, la possibilité de rétractation. Enfin, bon, des textes ne peuvent pas résoudre par magie des questions qui restent intrinsèquement complexes. Ça met le doigt sur des questions qui sont
naturellement difficiles. Comment est-ce que le consentement d'entrée en maison d'accueil spécialisée, en foyer d'accueil médicalisé, en EHPAD est recueilli? Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs tout simplement par consentement dans toutes ces hypothèses? Et d'ailleurs, s'il faut mettre le doigt sur les points difficiles, plus net encore est l'importance propre que tient dans le champ médico-social toutes les questions de bientraitance. C'est-à-dire d'abord le repérage et la lutte contre les comportements de maltraitance. Et il y a d'ailleurs une actualité récente assez pénible sur ce sujet. Et donc si on a besoin de cette vigilance contre la maltraitance ou pour la bientraitance qui va mobiliser toutes les équipes, c'est bien la preuve qu'un certain nombre de régulations, de certaines expressions de parole ne sont pas possibles ou sont extrêmement difficiles. Et donc on est là au cœur du deuxième temps du paradoxe. C'est l'expression de la parole de la personne accompagnée est sans doute dans le champ médico-social plus difficile qu'ailleurs. Pas parce que le personnel y serait plus méchant ou plus menaçant. Hein. Il y a peut-être, comme partout, des agents déviants, mais le cœur du diagnostic, c'est évidemment pas ça. Le cœur du diagnostic, il faut vraiment s'arrêter là-dessus, c'est que l'accompagnement médico-social met en évidence une vérité très profonde, qui est que la parole n'est tout simplement pas audible s'il n'y a pas un effort d'écoute. Autrement dit, il ne suffit pas simplement pour assurer l'expression démocratique d'une personne vulnérable, fragile, surtout si elle a des troubles cognitifs, et encore plus si elle a une déficience mentale ou intellectuelle, de lui donner la parole. Il faut aussi savoir la comprendre. Il n'y a pas de progrès dans l'expression s'il n'y a pas un progrès en même temps dans l'écoute, dans la capacité d'écoute. Et pour ça, il faut des compétences particulières, mais je crois qu'il faut aussi un certain savoir-faire en humanité. Parce que ce qu'il faut d'abord et avant toute chose, c'est connaître la personne, et même la connaître très bien. Par exemple, pour être capable d'entendre autre chose que ce que les mots disent, ou autre chose que des mots. Et précisément, pour employer des mots un peu compliqués, je dirais dans le champ médico-social, la sémiologie, c'est une discipline personnalisée. C'est même plus que ça, c'est une discipline qui est insérée dans une relation. Et c'est une différence radicale avec le soin technique. Je parlais tout à l'heure du plus ou moins grand équilibre entre les compétences entre les soignants et les soignés. Dans le champ du soin technique, pour qu'il y ait une prise de parole efficace du soigné, il y a d'abord une incompétence technique à combler du côté de l'émetteur, du côté de celui qui s'exprime. Dans le champ du soin d'accompagnement, l'incompétence technique et humaine qu'il faut prioritairement combler est souvent du côté du récepteur, du côté de celui qui devrait comprendre et qui ne comprend pas. Là aussi, alors on pourrait développer assez longuement. Je voudrais simplement ajouter 2 points sur ce défi de l'écoute. Le premier, c'est que ce défi de l'écoute, il vaut aussi au niveau de l'expression collective, au niveau de l'expression institutionnelle, des superstructures de la démocratie en santé. Les personnes handicapées, les personnes âgées dépendantes, n'ont en général elles-mêmes qu'une très faible capacité à peser dans le rapport de force collectif. Elles ne peuvent le faire qu'en suscitant des relais. Et c'est d'ailleurs toute l'importance de l'entourage, parce qu'il se sent en capacité de répondre. Alors bien sûr, l'entourage porte l'impact du poids du handicap sur sa propre vie, mais s'il la porte, c'est parce qu'il se sent responsable. Donc la nécessité de bénéficier des relais ou de bénéficier de l'écoute active de la part des détenteurs de l'autorité publique ou des détenteurs de l'autorité privée. Dans le champ médico-social, les citoyens usagers ne peuvent peser collectivement que par le relais volontaire des proches ou par le relais volontaire ou par l'écoute volontaire des tiers, de ceux qui ont le pouvoir. C'est aussi un point important. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus en fin de propos. Le deuxième prolongement sur ces questions d'écoute, mais là aussi une touche simplement, c'est cette fois-ci au niveau du fonctionnement d'un établissement. Cette question de l'expression de l'usager, de la capacité d'écoute, peut être tout à fait redoutable lorsque sont présents des déficiences intellectuelles, des troubles mentaux, cognitifs, qui ont pour conséquence que cette expression qu'on voudrait démocratique, des attentes, des besoins, repose possiblement sur une autre représentation du monde. Et qu'on ne peut pas nier qu'il faut quelquefois, du coup, filtrer, choisir, prendre et laisser, dans ce qui est dit. Et qu'en même temps, à trop choisir ou à trop filtrer, on fait semblant d'écouter. Et donc il faut aussi quelquefois savoir avoir l'audace de donner raison à des expressions de volonté qui n'obéissent pas du tout aux mêmes repères rationnels.
La démocratie, c'est l'acceptation et la mise en dialogue des différences. Eh ben, ce sont la mise en dialogue des différences et l'acceptation des différences dans le champ médico-social. C'est un principe qui peut mettre très sérieusement à l'épreuve la conviction qu'on en a. Je pense d'ailleurs à des toutes petites choses dans la vie d'un établissement, des choix d'activité, des choix d'aménagement de l'espace, des choix d'emploi du temps, de décoration. Bon, c'est tout petit, mais enfin, les grands principes passent quelquefois ou butent quelquefois sur des toutes petites choses. Et c'est une exigence d'ailleurs sur laquelle il n'est pas facile de mobiliser des équipes. Ça peut même se heurter quelquefois de la part des équipes professionnelles à des résistances qui peuvent être animées par les meilleures intentions du monde sur les impératifs de sécurité, sur la qualité de la prise en charge. Et on peut comprendre ces résistances parce que donner une pleine expression codécisionnelle à des personnes qui se retrouvent dans un établissement précisément parce qu'elles n'étaient plus regardées comme ayant encore leur pleine autonomie de décision, c'est plus qu'un paradoxe, c'est un défi. C'est un défi. Et alors, c'est là le point de dépassement que je vous annonçais tout à l'heure, ma deuxième partie. Dans le champ médico-social, la question de la démocratie, de la participation, ce n'est pas une sorte d'exigence extérieure qui aurait des atouts et puis des obstacles, qui rencontrerait des obstacles. C'est une exigence interne. C'est parce que le projet est un projet d'autonomie pour des personnes fragiles, vulnérables, éloignées mentalement ou psychiquement ou physiquement des outils normaux de la participation sociale qu'elle devient un élément du projet d'accompagnement. En 2007, quand la CNSA avait tenté de définir la perte d'autonomie, elle avait repris une formule assez largement admise, qui était l'impossibilité ou la difficulté durable d'accomplir seul et sans aide les actes essentiels, les activités instrumentales de la vie quotidienne et les gestes de participation à la vie sociale. Et donc, il y a une sorte de syllogisme. Si, comme le disait Daniel Desclercq-Dulac tout à l'heure, la démocratie en santé, ça repose sur une forme d'autonomie du sujet. L'autonomie du sujet est au cœur du projet d'accompagnement médico-social, donc la démocratie en santé est nécessairement une partie intégrante du projet d'accompagnement médico-social. Ce n'est pas un à côté, ce n'est pas un régulateur du travail soignant, c'est au cœur même du travail soignant. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on n'aime plus beaucoup employer aujourd'hui l'expression de prise en charge médico-sociale. Parce qu'il y a dans cette expression une forme de passivité implicite de celui ou celle qui est prise en charge. Alors que l'objet bien pensé d'une prise en charge médico-sociale, c'est précisément au contraire de soutenir, de maintenir, de développer les capacités. Et si on voit les choses de cette façon, c'est-à-dire si on les voit telles qu'elles sont, ça ne fait pas disparaître les problèmes dont je parlais tout à l'heure, mais ça les fait voir sous un autre profil. Ça permet de les aborder autrement. Ça veut dire d'abord qu'au niveau de la vie d'un établissement ou d'un groupe d'établissements et de services médico-sociaux, la question de la démocratie, de la participation, pose directement une question de bonne pratique professionnelle. La participation, la capacité de prise de parole doit s'inscrire dans le projet de vie de chaque personne accompagnée et donc doit s'inscrire dans la démarche professionnelle d'accompagnement. Je vais prendre un exemple très simple qui vous montrera encore la différence avec le champ sanitaire. Pour un adulte en situation de handicap qui est accueilli dans un foyer de vie, le fait d'être en cette qualité représentant des autres personnes résidentes dans le conseil de la vie sociale, de savoir y représenter les intérêts des autres, de prendre la parole en public, de suivre les questions avec un regard critique. Bon, c'est bien sûr un engagement au service d'un outil de démocratie interne, mais ce n'est pas que ça. C'est inévitablement aussi un élément de projet personnel autour duquel on doit pouvoir structurer plusieurs accompagnements éducatifs, rééducatifs. Alors qu'il viendrait à l'idée de personne de dire que la participation à une commission des usagers d'un établissement de santé fait partie de la prise en charge soignante. Donc, dans le champ sanitaire, il y a le processus soignant d'un côté et sa régulation démocratique de l'autre. Dans le champ médico-social, les choses sont moins tranchées que ça. Les deux se superposent en partie, et je pense que c'est très bien. C'est d'ailleurs une des pistes de réponse à la question difficile que je posais tout à l'heure sur l'expression, la représentation des personnes qu'on peut penser privées de la capacité de discernement nécessaire. Au lieu de faire de ces handicaps un obstacle à la représentation, il faut, au contraire, autant qu'il est possible, insérer le travail autour de l'expression active de leurs besoins dans les objectifs de l'accompagnement médico-social. Et ce genre de renversement qui fait que la prise de responsabilité n'est pas une condition impossible, mais un objectif à atteindre, est au cœur de beaucoup de projets innovants au sein d'établissements médico-sociaux que je connais,
C'est même quelquefois l'objet précis de certains dispositifs. Je pense par exemple au groupe d'entraide mutuelle. On peut dire la même chose, je crois, mais je parle évidemment sous le contrôle de ceux qui vous en parleront cet après-midi, je crois, du dispositif des clubhouses. Mais bon, je leur laisse le soin de me dire si j'ai bien compris le contenu du projet. Et donc ce lien, je vais prendre un exemple encore, ce lien très étroit entre le projet de démocratie sanitaire et les projets médico-sociaux, c'est toute la force du slogan assez connu « Rien pour nous sans nous ». Et il s'est illustré très récemment lors du vote de la loi de modernisation de notre système de santé sur l'article 89 de cette loi, quand pour élaborer, pour mettre en place un accompagnement global d'une personne qui se trouve dans une situation de handicap particulièrement complexe, on rassemble un groupe opérationnel de synthèse qui va rassembler par conséquent les institutions, les services, les professionnels qui sont susceptibles d'intervenir. Est-ce qu'il faut que la personne concernée, qui de toute façon devra évidemment donner son assentiment au plan qu'on lui proposera, ça ne fait pas de doute, mais est-ce que cette personne est simplement auditionnée par le groupe, ou est-ce qu'il faut, comme l'a finalement proposé le gouvernement, dire qu'elle est membre du groupe à part entière? Et ma conviction, c'est que le projet proposé et voté, qui dit que la personne fait partie du groupe opérationnel, c'est vraiment le bon choix. Au regard des enjeux de qualité de l'accompagnement, comme au regard des enjeux de participation démocratique, et les deux, une fois de plus, se superposent. Et là encore, une fois encore, le médico-social se différencie du sanitaire. Un groupe qui élabore un plan d'accompagnement global, ce n'est pas un staff hospitalier qui décide d'une opération et qui la soumet ensuite à l'assentiment éclairé du patient. La question de l'accompagnement d'un projet de vie, la co-conception, la co-élaboration, c'est une exigence démocratique et une exigence professionnelle. On pourrait donner beaucoup d'illustrations. Je vais conclure en formulant quelques pistes, rapidement, les énumérant, toujours sur ce thème, et comme autant de sujets possibles qui montrent que, précisément, le médico-social peut, par la situation particulière qu'il présente, donner des idées, des chemins, des pistes. Toujours autour de cette idée de l'articulation intime entre les enjeux de pratique professionnelle et les enjeux de participation et de démocratie en santé. D'abord, une première question qui est celle du cercle de l'entourage. C'est-à-dire qui parle autour de la personne. Je ne dis pas qui parle pour ou avec la personne, ça c'est une autre question importante aussi, mais de la représentation, advocacy, si on veut employer des termes anglais, c'est aussi la question de la personne de confiance qui a précisément été transportée du champ, enfin étendue du champ sanitaire au champ médico-social par la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Bon. Là, je veux parler d'autre chose, je veux parler de l'entourage qui exprime autre chose que ce que dit la personne, mais qui est en même temps nécessaire pour entendre complètement ce que dit la personne. L'expertise profane qu'il faut écouter, c'est l'expertise de la personne elle-même, mais c'est aussi l'expertise de ses proches. Les deux ne se confondent pas, ne peuvent pas se dissocier non plus. Sinon, on court le risque d'une grande perte de substance et de compréhension. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on admet assez naturellement, je le disais tout à l'heure, au niveau des mouvements, des fédérations, de familles, de proches, au niveau de la démocratie institutionnelle, territoriale. C'est en revanche quelque chose qu'on oublie très souvent à des niveaux de proximité, à des niveaux plus techniques. On oublie, on se méfie même quelquefois dans des équipes d'évaluation de MDPH, au sein de services hospitaliers, de la parole des proches, des amis, des professionnels médico-sociaux, alors qu'en réalité, ils portent une partie de la parole de celle ou de celui qu'on veut écouter. Et c'est la question de savoir si, au fond, en démocratie sanitaire et particulièrement dans le champ médico-social, à la différence de la démocratie politique, le vrai sujet, le sujet pertinent, ce n'est pas un individu isolé, c'est un individu en relation. Il y a une légitimité différente, autonome, complémentaire de la parole de l'entourage. Deuxième sujet, rapidement, on sait qu'il n'y aura pas de démocratie sanitaire sans une plus grande visibilité de certaines fonctions, je ne dis pas forcément de nouveaux métiers, mais au moins de certaines fonctions de médiation, d'accompagnement, de porte-parole. Mais pour donner un écho au fait que l'expression et l'écoute démocratique met aussi en jeu la pratique professionnelle, comment est-ce qu'on intègre cette préoccupation dans toutes les formations professionnelles? Et pour donner une première réponse à cette question en forme de nouvelles questions, comment est-ce qu'on pourrait faire cheminer en particulier les formations communes aux professionnels, aux soignants, aux administratifs, aux usagers, aux citoyens? Autrement dit, pour qu'ils entendent en même temps la même chose et que la capacité de s'écouter mutuellement se construise ensemble. Il y a une grande fédération d'établissements médico-sociaux qui accueille des
personne en situation de handicap, que je ne vais pas nommer pour ne pas donner l'impression qu'elle est la seule, même si je me demande si elle n'est pas quand même la seule, qui a dans son programme de formation, là, voilà, j'ai pris avec moi, un certain nombre de formations qui s'adressent à la fois, mais dans les mêmes sessions, aux personnes handicapées mentales, aux professionnels accompagnants, à des bénévoles, et précisément sur des sujets comme la prise de parole en public. Voilà. Je renvoie à ce genre de programme de formation dont j'aimerais qu'il puisse faire école. Troisième, dernière question, pour conclure sur des éléments de démocratie sanitaire à des niveaux de représentation plus globalisants, de représentation régionale, voire nationale. Comment est-ce qu'on fait jouer dans cette superstructure, cette dimension superstructurelle de la démocratie sanitaire, le lien entre les référentiels professionnels d'accompagnement et l'irrigation démocratique? Alors, en n'oubliant pas qu'à côté, il en a déjà été beaucoup question ce matin, de la présence qui est aujourd'hui bien acquise, renforcée par la loi de modernisation de notre système de santé, des usagers citoyens dans les instances de consultation et d'élaboration des outils de planification, d'analyse stratégique des besoins, le projet régional de santé, le schéma régional de santé. Il faut aussi penser à la participation des usagers citoyens, et qui pour le coup encore balbutiante, dans ce qu'on peut appeler les décisions programmatiques. Autrement dit, une fois que le schéma régional a fixé les besoins, tout ne se fera pas tout de suite. Et donc, dans quel ordre, pour quel montant, selon quelle chronologie est-ce qu'on va adresser prioritairement les moyens disponibles pour aller vers la cible qu'on s'est fixée. Dans le champ médico-social, ce qu'on appelle le PRIAC, le programme régional et interdépartemental, PRI, d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. Voilà, c'est tout à fait crucial. Alors, lorsqu'il y a des cofinancements entre plusieurs personnes publiques, c'est bien de se dire quelle est la cible, le schéma cible, mais ce qui est important, c'est le chemin pour y arriver et les priorités et les étapes. Bon. Et donc, quelle est la parole des usagers dans la définition de ces priorités intermédiaires? Quelle est la parole des usagers dans le PRIAC, par exemple? Bon. Et pour rester à des niveaux plus modestes, mais toujours de programmation, pourquoi est-ce que les citoyens, je me suis toujours demandé pourquoi les citoyens usagers, qui sont présents dans les commissions de sélection des appels à projets médico-sociaux, ne sont pas présents au stade beaucoup plus important, à mon avis, de l'élaboration des cahiers des charges des appels à projets. Et j'ai vu avec bonheur, Christian, que dans les 17 projets expérimentaux d'accompagnement sanitaire, social et administratif qui sont créés par l'article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé, là, on a pensé à mettre les usagers citoyens dans le cahier des charges. Bon. Et je crois qu'on devrait le faire de façon beaucoup plus générale. Voilà, je m'arrête là. Vous avez compris que beaucoup a été fait, à commencer par la création de cet institut dont on se félicite tous, mais en même temps, il reste encore, je crois, de l'espace pour beaucoup d'audace, parce que, et notamment dans le champ médico-social, et c'est un lien fort, je crois, avec la situation des maladies chroniques, la clé de l'accompagnement, c'est qu'il ne va pas concerner un épisode particulier de la vie, mais qu'il y a de bonnes chances qu'il concerne la vie même, la vie tout entière, toute la vie. Je vous remercie.